temps, qui est notre thème central avec l'impressionnisme, puisque je parlerai d'impressionnisme demain. Vivre uniquement le moment présent, se livrer tout entier à la contemplation de la lune, de la neige, de la fleur de cerisier et de la feuille d'érable, ne pas se laisser abattre par la pauvreté, mais dériver comme une calebasse sur la rivière. C'est ce qui s'appelle ukiyo, ce qui veut dire monde flottant en japonais, ukiyo. Alors je dirais que c'est une délicieuse poésie, c'est beau, c'est vrai, que l'écrivain japonais Asahi Ryoi nous décrit l'ukiyo, le monde flottant. C'est un point d'achoppement, je trouve, ce monde flottant, entre l'impressionnisme et la littérature romantique, de quelque origine elle soit. Là, ça sera plutôt le romantisme normand et japonais. Alors on pourrait comparer ce monde flottant à un subtil de flou artistique et de sentiment d'irréalité, propre à une vision onirique et fantomatique des choses, comme on peut voir par exemple dans des paysages quand il y a de la brume, quand il y a un mélange de pluie et de chaleur, des brumes de chaleur par exemple, ou je ne sais pas si vous avez fait l'expérience en train, en été, vous prenez le train, avec la vitesse, les rails, il y a des espèces d'émanations de chaleur. Voilà. Ou alors, encore une autre notion, les becs à gaz au XIXe siècle. C'est pas par hasard que l'impressionnisme, j'y reviendrai demain, mais que l'impressionnisme soit né au XIXe siècle, puisque Walter Benjamin, grand philosophe, disait qu'en fait, ce floutage de la réalité, on le retrouve dans les becs à gaz. À l'époque, on avait ces becs à gaz dans les villes, et donc il y avait une espèce des émanations de gaz, qui étaient un peu toxiques d'ailleurs, mais qui en même temps donnaient une sorte de beauté particulière aux villes, aux paysages. D'ailleurs, les œuvres impressionnistes, comme on verra, il y a cette espèce de floutage de la réalité qui fait la beauté. On le voit d'ailleurs dans ces différentes représentations. Paul Signac, Les Angélis, vous voyez, c'est cette espèce de flou artistique qui est très beau. On est dans un monde flottant. Il y a une impression d'irréalité qu'on aime bien, finalement, qui est belle, qui est esthétique. Alors je dirais que sur un plan, là j'étais plutôt sur un plan esthétique, de ressenti esthétique, mais sur un plan psychologique, je dirais que le registre psychologique et affectif du monde flottant, c'est celui de la nostalgie, justement, du regret, de la mélancolie et du mystère. Il y a les trois. Donc il y a un côté, je vais parler de romantisme de la nostalgie, d'une part, en évoquant notamment Proust, le grand écrivain de la nostalgie, à la recherche du temps perdu, c'est une immense œuvre, en 7 tomes d'ailleurs, qui termine par le temps retrouvé, qu'on a tous lu, ou en tout cas essayé de lire, ou commencer, parce que c'est long, hein, j'avoue. Oui, voilà, enfin bon, on aurait tous dû lire, qu'on lira tous un jour, enfin, bref, une œuvre extraordinaire, mais c'est vrai que c'est volumineux, 7 tomes. On connaît tous, c'est ce qu'on retient en général, c'est un peu la tarte à la crème de Proust, c'est la fameuse Madeleine. Autant dans la littérature normande, et ensuite on passera tout à fait à l'autre extrême, l'extrême oriental, l'extrême-orient avec le Japon. Pour moi, la Normandie, c'est incontestablement une des plus grandes terres littéraires de France. C'est vrai que si vous prenez le nombre de... Il y a une terre très littéraire, la France, mais il y a énormément de Normands. Je vais citer quelques noms, surtout au XIXe siècle. D'ailleurs, Marcel Proust, que j'ai déjà cité, Gustave Flaubert, qui est d'ailleurs né pas loin d'ici, à la Bouille, ça doit être une vingtaine, trentaine de kilomètres, on est envers Rouen. Il y a d'ailleurs son buste, une statue de Flaubert, Gustave Flaubert. Guy de Maupassant, j'ai amené les contes noirs, mais spécialiste un peu du roman, pas seulement, mais du roman fantastique, psychologique, le horla, les contes noirs, mais aussi des histoires d'amour, on connaît tous évidemment Boule de Suif, ou comment il s'appelle ce roman, il y a eu des versions de cinéma d'ailleurs assez fréquentes. Jean, je sais pas quoi là. Sur un arriviste, ça m'échappe. Ah oui, il est énorme ce livre-là. C'est énorme, oui. Oui, l'ami. Bel ami, voilà, qui est très connu. Dur d'ailleurs. Oui, longtemps. C'est un peu le romantisme noir d'ailleurs. C'est un romantique, mais c'est ce qu'on appelle le romantisme noir. Octave Mirbeau, c'est assez sombre aussi, le Jardin des Supplices. D'ailleurs, grand ami de Monet, des très très grands connaisseurs de l'impressionnisme. Octave Mirbeau, Barbé d'Aurevilly, le dandy catholique.
qui est très... Les diaboliques, Ah, mais c'est fort. littérature très forte. Ah oui, j'adore Barbé d'Aurevilly. Barbé, attends, moi je Barbé me d'Aurevilly. Il me fait peur, moi. D'Aurevilly. Ah ben elle est dans Oui, mon il me fond, fait peur. d'Aurevilly. Il me fait peur. Barbé d'Aurevilly, oui. Les Moi, diaboliques. D'Aurevilly, Un crime parfait, il a écrit aussi. Non, il Les diaboliques, c'est comment tu extraordinaire. l'écris? Barbé, Oui. comme B-A-R-B-E-Y, Oui, mais après- d'Aurevilly, Oui, bien sûr. O-R-E-V-I-2-L-Y. Comme Aurevilly. Je vous donnerai le texte, hein, vous aurez les noms. J'ai pas envie de le lire, celui-là. Ou alors encore, Ah, bah oui. un autre qui est assez intéressant, J.K. Huysmans, Joris Karl Huysmans, Ah, Huysmans, voilà, oui. qui est romantique aussi, mystique un peu, qui s'est converti au catholicisme, et qui s'est intéressé au satanisme. Il a écrit des livres là-bas sur le satanisme. Il s'est beaucoup intéressé au phénomène du satanisme qui était en résurgence au XIXe siècle, notamment dans les campagnes françaises, et notamment en Normandie d'ailleurs, mais pas seulement. Donc voilà, il y en aurait d'autres, hein, mais ouais, c'était quand même... Chateaubriand, il est pas. Non, c'est pas la région. Il est breton. Non, Breton, breton. il est breton. Il y a même sa ville, Saint-Malo, Chateaubriand, Saint-Malo. c'est en... Ouais. Ça va De l'eau. Combourg. Oui. Concours, mais enfin, il est en Il pourrait être. Mais dedans, oui, ça alors. fait quand même pas mal. Hein. Là, je vous ai cité, il y en a d'autres, hein, mais ça, c'est les plus Ouais, connus. c'est pas mal. Voilà, ce sont- J'ai quoi faire. Bah, Annie Ernaux dans Il y les a déjà Ouais. quoi faire. Oui, Annie Ernaux. Et je dirais que c'est une littérature qui a connu son âge d'or au XIXe siècle, à l'époque romantique, et on a véritablement, je dirais, deux pôles, le romantisme nostalgique, surtout Proust, incarné surtout par Proust, mais le souvenir est souvent présent chez ses auteurs, et le romantisme ésotérique ou mystérieux ou fantastique, si vous préférez, l'art très bien représenté par Maupassant notamment, mais aussi par même Flaubert s'est intéressé un petit peu à la question ésotérique dans certains de ses romans, notamment la tentation de Saint-Antoine. Et là d'ailleurs on a un très bel exemple, je dirais, de monde flottant avec le démon de midi dans le désert, cette heure du midi qui est insoutenable, il fait très chaud, et c'est l'heure où tout bascule, il le décrit très bien, et puis c'est l'heure de toutes les tentations. Donc il décrit cette tentation de ce moine Saint-Antoine. Donc c'est devenu quelque chose de très beau, c'est très célèbre hein, dans la culture occidentale. Bon. Cette tentation de Saint-Antoine, et c'est vrai que Flaubert en parle très très bien. Alors il y a aussi le monde flottant sur le plan sentimental, Madame Bovary, évidemment. Le problème de l'adultère et ses conséquences. Et c'est vrai qu'elle c'est la femme flottante, quoi. Elle s'ennuie. L'ennui, d'ailleurs, le sentiment flottant par excellence, c'est l'ennui, hein, dans son petit trou normand, si je puis dire. Comment s'appelle le village, mais il ne se passe pas grand-chose, quoi. Avec son mari médecin de campagne, mais bon, qui rate en plus une opération d'un pied gauche. Voilà, et qui veut jamais l'emmener à Paris. Bon, elle rêve d'aller à Paris, hein. C'est pas le bout du monde, mais bon, à l'époque, ça se faisait en diligence. Hein. Il y avait le film avec le père qui était pas Oui, qui était très bien. dans le rôle. Donc il y a un monde flottant aussi sur le plan sentimental, que les écrivains normands ont très bien saisi, je trouve. Maupassant aussi, avec Bel-Ami, hein, c'est quand même quelque chose de flottant un petit peu. On est toujours dans quelque chose de flottant dans le roman normand, je trouve. Vraiment cette impression de monde flottant. Et c'est peut-être lié aussi au paysage normand. Souvent, il y a quand même de la brume. Si on a peut-être de la chance, Du on se lève tôt ce matin, du brouillard, voilà, C'est au-dessus vrai de la que Seine. Il pleut quand même pas mal. Bon. Et le temps change très vite, donc ça crée des ambiances un peu Et la particulières. végétation aussi. Eh oui, c'est très vert en même temps. Des grands arbres. La végétation. Ouais, c'est vrai qu'il y a une luminosité qu'on trouve nulle part ailleurs, hein, qui a inspiré beaucoup les peintres aussi, d'ailleurs, Normandie. Donc, et puis effectivement, si on prend le Horla, alors c'est un roman extraordinaire de Maupassant, on est carrément dans le monde flottant entre le réel et l'irréel, entre le fantastique et le psychologique, parce qu'on ne sait pas vraiment, c'est ça qui est très fort, c'est très bien écrit. C'est l'histoire d'un gars qui devient fou, il se sent persécuté par une créature démoniaque, comme La Relique, je ne sais pas si certains ont vu le film, ça m'a fait penser au roman de Maupassant. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de passages sur la scène avec des péniches. Voilà, on en voit parfois passer. Et c'est des péniches qui viennent de très loin, qui ramènent des choses qui viennent de l'Extrême-Orient ou du Brésil. Là, en l'occurrence, c'était du Brésil. Et on sait qu'il y a plein de croyances chamaniques et tout ça en Amérique latine. Et Maupassant était passionné de chamanisme, de tout ce qui était ésotérique. Hein, c'était vraiment un passionné. Et donc, l'histoire veut qu'effectivement, il y aurait une cargaison un peu spéciale de choses qui venaient d'un temple aztèque, je crois, avec des créatures un peu bizarres, qu'on voit souvent dans les films fantastiques. Et donc, cette entité, le gars, il est convaincu que c'est une entité de ce type-là. Parce que c'était un gars qui était assez passionné d'ésotérisme,
Alors on peut penser que c'est un peu Maupassant lui-même. Hein. Donc au début, il pense vraiment être hanté par une créature, mais après on sent que peut-être qu'il est fou tout simplement. Alors on ne sait pas trop, est-ce qu'il est vraiment attaqué par une espèce de fantôme, de relique, quoi, de créature démoniaque, comme on a dans le chamanisme un petit peu, ou alors est-ce qu'il est tout simplement fou, schizophrène, et voilà. Mais on ne sait pas. Et là on est dans un monde flottant, on flotte, il fait flotter effectivement son lecteur, et c'est ça qui fait que ce roman est passionnant, parce qu'on se dit... Le Horla. Je ne suis pas rentrée du tout. Ouais, le Horla, c'est un mot de vieux normand d'ailleurs, qui ne peut pas vraiment se traduire. Ouais. H-O-R-L-A. Moi j'ai adoré ce roman. C'est vrai que, mais il est flippant, c'est vrai que c'est spécial. C'est vrai qu'il faut rentrer dedans. Mais une fois qu'on est rentré dedans, et encore une fois, ça peut être déstabilisant ce monde flottant. Ce monde flottant. On est entre le réel et l'irréel. On ne s'en sort plus quand on est rentré dedans. Ah ben oui, on s'en sort plus. C'est un labyrinthe. T'as essayé? Il y a tellement de choses. Mais Maupassant peut rendre fou, je pense. Il y a tellement de choses. Lire Maupassant peut rendre fou. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu des crimes commis après la lecture de Maupassant, pour des gens un peu fragiles. Bon. Non, c'est assez particulier Maupassant, mais je trouve qu'il écrit vraiment très bien. Je crois que c'est un expert de l'âme humaine. Pour moi, c'est un des plus grands écrivains de l'humanité. Je le mets au niveau d'un Dostoïevski, d'un Balzac. Oui, Maupassant, oui. De qui tu disais? Maupassant, Dostoïevski. Dostoïevski. Parce que qui était un géant pour l'âme humaine. Ou Tolstoï, de ces grands romanciers russes. Ou de certains romanciers japonais, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, qui sont aussi extraordinaires. Parce qu'en même temps, c'est un style, Maupassant, on ne s'ennuie pas. C'est vrai que Balzac est très grand, mais il y a des longueurs quand même. Flaubert, on peut s'ennuyer un peu. Zola, avec Maupassant, on ne s'ennuie jamais. Bon, en général, c'est quand même des nouvelles assez courtes déjà, c'est pas plus très long. Même le Horla, c'est pas 500 pages, c'est 200 pages, je crois. Oui, mais parce qu'il est onirique. Oui, il est onirique et puis il nous tient en haleine, quoi. Il y a du suspense, c'est un maître du suspense. C'est ce qu'on ne connaît pas. Voilà, exactement. Il me fait penser aussi à Edgar Poe un petit peu. Bon, dans ces nouvelles. Donc monde flottant par rapport à cette dimension, je dirais, de l'au-delà, du fantastique, parce que l'idée de monde flottant, on pense à l'au-delà un petit peu. Une sorte de monde intermédiaire entre l'ici-bas, ce qu'il a de plus trivial, côté vraiment réaliste, qu'on retrouve d'ailleurs plutôt chez Zola, que Huysmans, soit dit en passant, détestait cordialement. Il a repris d'ailleurs à son compte la phrase célèbre de Nietzsche qui disait « J'aime pas Zola parce que Zola pue ». Ce qui montre trop la réalité, quoi. Il est dans les blanchis. Oui, Zola pue. C'est une phrase célèbre de Nietzsche. Oui, Huysmans détestait Zola. Il faut dire que Zola l'a pas trop non plus mis en avant, parce que Zola avait le bras long, comme on dit, et Huysmans est resté un peu sur la touche. Il n'a pas été tout de suite reconnu parce qu'il était à l'ombre de Zola. Parce que Zola, c'est le naturalisme, et justement, Huysmans, c'est le surnaturalisme plutôt. Le monde flottant, c'est quelque chose de surnaturel, il y a une idée de surnaturel. Ou en tout cas de psychédélique aussi, ça peut être à travers les drogues, j'en parlerai plutôt demain. Psychédélique, oui, effectivement, le fait de se retrouver avec l'alcool, les drogues, dans un monde intermédiaire entre le monde de la réalité et l'au-delà. Là, on ne sait pas trop ce que c'est, mais un monde un peu flottant, justement, du psychique. Voilà. Un monde psychique. Onirique, justement, le monde du rêve. D'ailleurs, parfois, c'est assez troublant parce que dans certains rêves semblent plus vrais que la réalité. Je ne sais pas si vous arrive parfois de faire des rêves qui vous semblent plus vrais, qui sont plus vrais que la réalité. Le matin, on se réveille. La réalité vous semble un peu irréelle. Plus imagé. Et le rêve peut vous sembler plus vrai. C'est troublant. Et ce rêve, en général, vous en souvenez très bien. C'est génial d'ailleurs, je trouve. Quand on se rappelle d'un rêve, c'est très fort. Sauf si c'est un cauchemar, parce que là, on peut devenir fou. Mais si c'est un beau rêve, ça dépend. Oui, il y a une dimension tout à fait lyrique dans l'idée de monde flottant. Le thème, la réalité n'était pas un rêve. Oui, c'est intéressant ça. C'est intéressant de traiter. Et d'ailleurs, je dirais que toute cette littérature, elle a été beaucoup reprise par Carl Gustav Jung, qui s'est beaucoup intéressé, justement, comme Freud d'ailleurs, mais il s'est beaucoup intéressé à ces romans un peu fantastiques. Et il y a vu d'ailleurs une porte extraordinaire vers l'inconscient, et notamment l'inconscient collectif. D'ailleurs, soit dit en passant, bon là je quitte un peu la Normandie avant de venir au Japon, mais je passe par une île, les îles britanniques, qui sont voisines, il y a une culture commune à travers les Normands, c'est une nation normande. Les romans qui ont le plus de succès ont été rêvés par leurs auteurs. Dracula, par exemple, de Bram Stoker, qui est irlandais,
Frankenstein de Mary Shelley, une poétesse comme rêve. irlandaise. C'était un cauchemar. Oui, c'était un cauchemar, c'était pas des rêves. C'était des cauchemars. C'est dingue ça. Et le troisième, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ce Ah sont bon. des phénomènes oniriques. Ah, c'est vrai. Là, on est aussi dans le monde flottant, fantastique. Je me demandais s'il dit de Maupassant, je ne sais pas, mais il a peut-être rêvé ses romans aussi. D'accord. C'est pas impossible. Parfois, il y a des histoires vraies qu'il a un peu transformées. Le Horla, bon, on m'étonnerait que ce soit une histoire vraie, mais enfin, c'est peut-être sa propre expérience à lui. Oui. Hein. Ouais, c'est intéressant. Et enfin, pour faire la transition avec le Japon, j'irai encore un peu plus au nord avec Kierkegaard. Voilà, qui n'avait Petit pas sourire échappé. des Toujours les mêmes. Petite parenthèse Toujours les mêmes. kierkegaardienne. Oh là Par là. Parce qu'elle est en train de On finit lire par mon savoir comment Kierkegaard. ça s'écrit quand même. C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Et Kierkegaard, il est un peu aussi dans ce monde flottant de la culpabilité, quelque part. Hein. D'ailleurs, quelque part, il se complaît dans cette culpabilité. Hein. C'est un plaisir en même temps de se vautrer dans cette culpabilité. D'ailleurs, Maupassant, parfois, en lisant La Petite Roque, je rappelle qu'on est à la Roque ici, hein. C'est petit. Hein. Petite Roque, bon, c'est le prénom d'une fille, bon, c'est une nouvelle, un conte noir de Maupassant. Et son analyse de la culpabilité du meurtrier, elle est extraordinaire. Hein. Le gars, il devient complètement fou, il finit par se suicider. Mais la manière dont il décrit cette culpabilité, c'est assez extraordinaire. Hein. Voilà, j'ai jamais rien lu d'aussi bien écrit sur la culpabilité. Quoi. Bon. Je passe à la littérature japonaise maintenant, deuxième partie. Et puis en conclusion, je ferai une synthèse, puisque je trouve qu'il y a des points intéressants. Le monde flottant dans la littérature japonaise. Alors, je citerai 4 auteurs aussi. Kinosuke Natsune Di Soseki, qui est né en 1867. T'as écrit ça, t'as écrit. Voilà, petit nombre de printemps, vous l'aurez, ne vous inquiétez pas. Parce que là, C'est pas mal, c'est une petite nouvelle qui semble un peu anodine, c'est bien écrit. Alors souvent, c'est vrai que c'est un petit peu... j'ai moins accroché, à vrai dire, qu'avec Yasunari Kawabata, que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant. On peut dire que c'est un peu un Kierkegaard japonais. Donc Soseki, il y a des nouvelles intéressantes. Dans le style, c'est bien écrit, quoi. Mais c'est des choses anodines, mais c'est bien écrit, donc on lit le bouquin quand même jusqu'au bout. C'est vrai que les traductions sont très bonnes, j'imagine que c'est encore mieux en japonais. Mais j'ai vraiment accroché avec Yasunari Kawabata, parce que lui, il est vraiment dans le monde flottant de la nostalgie. La nostalgie, notamment la nostalgie de la femme aimée qu'il a quittée, un peu comme Kierkegaard. D'ailleurs, je le soupçonne, puisqu'il est du 19e siècle, je rappelle les dates, je le soupçonne quand même, oui, il est quand même plus jeune que Kierkegaard, 1899-1972. Ça aurait pu s'inspirer, non? Oui, il s'en est inspiré, Ouais, c'est évident. d'accord. Il a lu Kierkegaard, je pense, et il a voulu devenir un grand écrivain en sacrifiant son amour, pour devenir un grand écrivain nostalgique, qui va ressasser constamment cet amour perdu. Vous voyez, il va jouer avec Kierkegaard. Il n'est pas le seul, il y a Kafka qui a fait ça, il y a beaucoup d'écrivains, en lisant Kierkegaard, qui l'ont trouvé tellement excellent dans son écriture. Lui, il l'a pas fait exprès, hein, c'est tombé comme ça. Mais après, certains écrivains vont le faire exprès. C'est encore peut-être plus borderline, il me semble, plus fou, quelque part. Oui, Yasunari Kawabata, donc, a quitté sa jeune fiancée. Je vais essayer de retrouver son nom, mais qu'importe. Hein. Oui, non, je ne l'ai pas marqué, c'est pas grave, je ne sais plus comment Oui, elle il a s'appelle. fait comme Sorian alors. Ouais. Ouais. Voilà, c'était sa Brigitte Olsen en quelque sorte. Et il est toujours amoureux d'elle. Et chaque fois qu'il verra dans ses romans, il y a énormément de jeunes filles qui apparaissent, des fantômes aussi de jeunes filles d'ailleurs, hein, dans ces nouvelles. Ou alors des histoires de rupture, où on se remet ensemble, comme dans Première neige sur le mont Fuji, qui est superbe. Où il retrouve une ex et il y a de nouveau une histoire d'amour. Il n'y a pas eu un d'amour. film? Peut-être, c'est possible. Non, si, je crois qu'il y a eu un film. Ouais. Malheureusement, Il y a eu un je film, ne si. me rappelle pas de l'avoir vu, Bien. mais je crois qu'il y a eu un film, Ouais. effectivement. Je suis d'accord. Puis en plus, c'est très très bien écrit. Voilà. D'ailleurs, qu'il s'appelait Première neige. Oui. Donc là, c'est le côté flottant de la nostalgie, du souvenir. On ressasse le passé, il est à la recherche de son passé, puisqu'il n'a pas fait le deuil de cette fille dont il était très amoureux. Et en fait, c'est très beau. Et c'est vrai, quelque part, on en parlait tout à l'heure, avec, je ne sais plus avec qui, mais on parlait, oui, avec Astrid et Madeleine, justement, du fait que c'est souvent ceux qui ont souffert, qui ont une grosse souffrance, qui vont écrire le mieux, ou être les artistes les plus intéressants, ceux qui ont traversé des choses difficiles. Alors, il y a le talent, bien sûr, c'est évident. C'est Et là, évident. en l'occurrence, alors le danger, effectivement, c'est que si on est
en manque d'inspiration, on peut se dire, bon, on peut avoir la tentation de se dire, on va se faire mal psychologiquement, pour certains physiquement, ce sera du masochisme en quelque sorte, mais pour avoir du génie, quoi. On va s'autodétruire, et c'est vrai que souvent les grands artistes, les grands romanciers sont un peu dans l'autodestruction, je vais dire. Que ce soit l'alcool, prenez Baudelaire d'ailleurs. Baudelaire qui est une figure normande aussi, même s'il est parisien, mais il a vécu 3 ans à Honfleur, et d'ailleurs il a adoré Honfleur, il a écrit un très beau poème sur la ville de Honfleur. Lui aussi c'est un écorché vif, qui sait. Et on a beaucoup ça chez les Japonais, effectivement. Certains que j'ai pas mis dans la liste, sur lesquels je reviendrai. Alors vous avez, troisième personne, c'est une femme. Bon, il faut quand même Kiku Yamata, 1897-1975, une romancière qui s'est beaucoup intéressée à ce monde flottant. Elle plus sur le côté esthétique justement. Et Kuzuo Ishiguro, qui est encore vivant. Bon, ce sont les 4 auteurs japonais que j'ai évoqués pour ce thème du monde flottant. Ah oui, j'ai retrouvé le nom d'ailleurs de la fiancée, elle s'appelait Ito Atsuyo. Voilà. Bon, vous l'aurez. De Kawabata, la fiancée perdue de Kawabata. Mais perdue volontairement en plus. Retenue par Kuzuo Ishiguro, qui vit toujours. Et lui, il a écrit dans un livre qui s'appelle Un artiste du monde flottant. Voilà. Un artiste du monde flottant, où lui, là, il va surtout parler de cette vie un peu débauchée des artistes japonais de l'époque, qui étaient un petit peu sur la touche, cette vie nocturne, avec l'alcool, les femmes, bohème un peu, mais un peu aussi la transgression. Voilà. Bon. Il y a une idée de transgression dans le monde flottant. Voilà. Oui, l'alcool et les femmes. Cité qui sont Mishima et Tanizaki. Le Japon d'après-guerre, bon, il y avait une sorte de grande liberté qui venait d'Occident un petit peu. On est sorti de la guerre, des bombes atomiques, donc je pense que les élites intellectuelles artistiques japonaises ont envie vraiment de se défouler. Donc, ils sont un peu allés à l'extrême, quoi, j'ai l'impression. Peut-être plus qu'ailleurs, ils avaient ce besoin de transgression, je pense, qu'on va retrouver chez un Tanizaki. Qui a écrit d'ailleurs un très beau livre que je vous conseille sur le monde flottant au niveau d'esthétique, c'est l'éloge de l'ombre de Tanizaki, c'est extraordinaire, sur ces appartements japonais où il y a beaucoup d'ombre, dépouillés, très zen. Là on est vraiment aussi dans l'idée du monde flottant, dans cette espèce de clair-obscur. On retrouve un peu cette idée aussi dans le Tao, finalement, ce monde flottant entre le yin et le yang, dans la peinture chinoise aussi, qui est... Voilà, il y a cette impression, les couleurs sont pas très nettes, sont pas très vives. Un peu voilà, flou. Un peu flou, voilà, ce côté un peu flou, qui va inspirer d'ailleurs, mais ça j'en parlerai demain, les impressionnistes, puisque c'est quand même un tableau célèbre japonais, La Vague, qui va inspirer notamment Monet, qui a inspiré le premier tableau qui est officiellement le tableau qui a fait naître le mouvement impressionniste, c'est Soleil levant. Impression sur Le Soleil levant. C'est le premier. De Monet. Qui va lancer l'impressionnisme. Inspiré donc du Japon finalement. Très beau. Peut-être de La Vague. Impression sur Soleil levant. Impression sur Soleil levant. Voilà. Impression. C'est Monet. Ah, c'est Monet. Impression de Soleil levant. C'était proche. Inspiré de La Vague. Tu as une toile de Turner sur la Tamise. Oui. Turner, ça vaut 10 fois Monet. Et on avait dit que Turner, c'est Et il s'appelle comment celui de Turner? Il s'appelle comment? la Tamise, je crois. C'est vrai. Le Parlement. D'ailleurs, Oscar Wilde disait que, une chose très profonde qui est en rapport avec cette notion de monde flottant et d'impressionnisme, que ce n'est pas l'art qui imite la nature, contrairement à ce que disait Aristote, mais c'est la nature qui imite l'art. Parce que finalement, on va trouver les brumes londoniennes belles aujourd'hui grâce au tableau de Turner. C'est ce que dit très bien Oscar Wilde. La nature qui imite l'art. Et il faudrait vérifier si pour les couchers de soleil, c'est pas pareil. Peut-être qu'on les a toujours trouvés beaux, j'en sais rien. De toute façon, C'est la pas sûr. brume, moi je dis que la brume c'est sublime. Bah, ça fait une Moi impression j'ai, un peu mystique, en partant une petite anecdote, sinon je raconterai après ce que tu fais. Oui, j'ai tout terminé. Pas terminé. Non, donc juste pour faire ma petite synthèse, ma conclusion, ce que je trouve très intéressant, c'est que, il me semble, en Normandie comme au Japon,
il y a eu cette conscience de monde flottant peut-être plus forte qu'ailleurs. Parce que si vous prenez d'autres terroirs, vous avez de la littérature souvent beaucoup plus réaliste, Chouette, ma grand-mère. très très différente. Vous prenez par exemple la littérature, je sais pas, une George Sand, ça va être vraiment le terroir, ça va être très sensuel, très beau, hein, mais très réaliste, même s'il y a un peu de fantastique parfois avec la mare au diable, mais c'est pas du tout le même style. C'est quand même peut-être lié à, je pense quand même, à des paysages, à des phénomènes météorologiques. Au Japon aussi, hein, c'est quand même assez humide, il y a la mer partout, il y a souvent des brumes assez importantes. Je pense que ça peut être lié, à mon avis, à des conditions météorologiques. Là, je reviens un peu à l'idée qui me semble très intéressante chez ce philosophe spécialiste d'esthétique, Walter Benjamin, ces fameux becs à gaz, ces espèces d'ambiances un peu flottantes au niveau des paysages, qui sont propices à la peinture, aux arts, et même effectivement l'œuvre d'art à l'époque de la reproductivité, par la photo. Reproductivité technique. Quoi. Technique, parce que puis la photo va tuer un peu la peinture, quoi, quelque part. Ouais. Risque de tuer la peinture. Puis il y a aussi la notion d'aura, de la vitesse, et l'aura, la notion d'aura chez Benjamin qui est très intéressante. Parce que finalement, ce qui fait, et là je suis déjà un petit peu dans l'impressionnisme, mais ce qui fait le charme, la valeur de ces tableaux, pourquoi on les aime tant, c'est parce qu'il y a une aura quelque part, on sent qu'il y a une âme dans ces tableaux, qui est le regard de l'artiste, quoi, qui est le regard flou en quelque sorte. Bien sûr que la nature n'est pas comme ça, mais il y a ce regard un peu particulier, on pourrait dire quasiment mystique chez Van Gogh, mais ça, j'en parlerai mieux plus demain. Mais l'image flottante, moi je trouve le monde flottant, c'est un peu tout ça. Et je trouve que la littérature normande et japonaise, elles ont beaucoup de points communs parce que c'est souvent des nouvelles assez courtes, pas que ce soit trop long non plus. C'est pas des romans à la Balzac ou à la Zola qui sont très très longs, sauf Flaubert qui est peut-être l'exception, qui a fait des choses très longues aussi. Mais en général, les Japonais, pour Tanizaki Mishima, c'est très court, c'est